le sorcier du dribble. C'est ainsi que l'on surnomme le tout premier ballon d'or de l'histoire, Stanley Matthews. Un Anglais qui n'a jamais joué dans les plus grands clubs européens, préférant rester fidèle à 2 clubs dans sa vie de footballeur. Mais malgré ça, dans les livres d'histoire du football anglais, il demeure au rang de légende. Devançant d'autres légendes internationales au ballon d'or 1956 telles que Di Stefano ou Raymond Kopa, Matthews n'a jamais été récompensé pour son palmarès, mais pour la beauté de son jeu. Et je vais dans cette vidéo vous raconter son histoire. Avant de continuer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. On est désormais 700 sur la chaîne et ça m'a fait très plaisir, c'est un beau stade. On continue encore à grandir. Donc en plus de tout ça, n'hésitez pas également dans les commentaires à me dire quel joueur vous voudriez que je fasse comme portrait. Encore une fois, j'avais fait Kaoru Mitoma il y a quelques temps maintenant. Et là, c'est donc le deuxième de cette série. Merci à ceux qui le feront et je vous souhaite une très bonne vidéo. Stanley Matthews naît le 1er février 1915 à Hanley. À 11 ans, poussé par son père, il consacre sa vie maintenant pour devenir footballeur professionnel. 4 ans plus tard, à 15 ans, il signe son tout premier contrat à Stoke City, club dans lequel il passera la plus grande partie de sa carrière, nous y reviendrons par la suite. Pendant 2 saisons, il joue avec la réserve de Stoke City avant de signer à 17 ans son tout premier contrat professionnel. Ses capacités de dribble émerveillent la plupart des personnes au club, justifiant son passage au haut niveau rapidement. Alors que Stoke City joue en 2e division, la saison 2032-2033 marque le retour dans l'élite de ce dernier. Matthews joue alors une quinzaine de matchs et marque le premier but de sa jeune carrière contre Port Vale, rival de Stoke City. Malgré sa précocité, Stanley Matthews est repéré également pour sa précocité, pour le fait qu'il ait la tête sur les épaules. Il adopte alors un régime très strict et devient même plus tard végétarien. J'ai eu la chance d'être très bien conseillé. J'ai commencé à manger plus de salade, plus de fruits et tous les lundis, je jeûnais. Je ne faisais cela que le lundi, mais cela me permettait de me sentir bien. Ce côté très rigoureux provient de son père, ancien boxeur, qui l'a élevé dans la discipline. Avec tous ces éléments, la légende Stanley Matthews va commencer à s'écrire. À Stoke City, il continue de gravir les échelons petit à petit. Entre 1933 et 1935, il évolue donc dans la première division anglaise dans laquelle Stoke se maintient aux 12e et 10e places, avec un surnom qui commence à le coller, celui de dribbleur fou. Dans la saison 2033-2034, il marque 15 buts. On commence donc à parler de lui du côté de la sélection britannique, mais il devra attendre encore 1 an avant de goûter aux Three Lions en septembre 1935. La saison 1935-1936 est aussi historique pour Stanley Matthews que pour son ex-équipe de Stoke City, puisque cette dernière finit 4e de la ligue, soit le meilleur classement de son histoire encore aujourd'hui. Mais les saisons suivantes ne se déroulent pas comme prévu car Matthews n'est pas en accord avec le projet sportif du club. Il demande une première fois son départ et discute avec Blackpool, mais les dirigeants de Stoke refusent catégoriquement qu'il parte. De plus, lui et la sélection anglaise se retrouvent dans la tourmente après son déplacement en Allemagne en 1938. En effet, le 14 mai, les Anglais se déplacent à Berlin, alors que 2 mois plus tôt, l'Anschluss s'est produit. L'Anschluss est le moment où le Troisième Reich allemand a décidé d'annexer l'Autriche. Malgré ce climat politique extrêmement tendu, la rencontre a bien lieu. Et comme c'est en Allemagne, eh bien, au moment des hymnes, on doit saluer l'hymne allemand. Et donc, les Anglais font le salut du Reich. C'est ainsi donc qu'on se retrouve avec cette photo. À propos de cette photo d'ailleurs, il va déclarer: aujourd'hui encore, je ressens la honte quand je m'assois près du feu, que je tourne les pages de mes albums photos et que je retombe sur cette terrible image de l'équipe d'Angleterre de football, alignée comme une bande de robots, les bras levés pour le salut de la honte. La victoire à ce moment-là de l'Angleterre, 6-3, ne signifie donc presque rien. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne attaque la Pologne par le couloir de Danzig et le monde rentre alors dans la Seconde Guerre mondiale. Et par conséquent, toutes les compétitions sportives officielles sont suspendues. Même si certains matchs sont organisés, Stanley Matthews a un rôle dans la Seconde Guerre mondiale puisqu'il sert dans la Royal Air Force à Blackpool, son futur club,
en tant que sous-officier. Le football reprend ses droits pour la saison 1946-1947 où Matthews va définitivement commencer à écrire sa légende. En effet, sur cette saison, il va inscrire 41 buts en seulement 23 matchs. 41 buts, ça correspond à 3 buts sur 4 de l'équipe cette saison-là. Stoke City finit une nouvelle fois 4ème cette saison, mais avec un goût amer puisqu'ils finissent à 2 points du premier, avec une dernière défaite lors de la journée finale face à Liverpool. Mais le nouveau départ se fait le 10 mai 1947 lorsqu'il est transféré à Blackpool pour un peu plus de 11 000 livres sterling. Le but pour Stanley Matthews est simple, remporter un titre collectif. C'est un petit peu le Harry Kane de l'époque. Il va rester 15 ans à Blackpool, ce qui lui donne déjà, vous l'aurez constaté, une très longue carrière. Au départ, l'objectif est manqué 2 fois en coupe, avec une défaite en 1948 contre Man United et en 1951 contre Newcastle. Il commence alors à être de plus en plus âgé et on se demande en fait s'il va réussir ce défi. Et l'année 1953 arrive et elle est marquée par 2 choses. La première, c'est le couronnement d'Elizabeth II et le premier titre collectif de Stanley Matthews. Le point commun entre ces deux-là, ils étaient présents au stade de Wembley pour la finale de coupe 1953, la première dans les tribunes et le second sur le terrain. Blackpool fait alors face à Bolton Wanderers. Le 2 mai 1953, Matthews et son équipe entrent sur le terrain de Wembley pour éventuellement son premier titre collectif de sa carrière à 38 ans. Mais à la 68e minute, l'équipe de Matthews est menée alors 3 buts à 1. Les rêves de titre avec cette équipe semblent donc s'éloigner. Mais ces derniers ne renoncent pas et quelques instants plus tard, Mortensen marque le but de l'espoir sur coup franc. Mais on s'approche petit à petit de la fin du temps réglementaire et les espoirs s'estompent. Ce même Mortensen, à la 89e minute, vient égaliser sur un centre de Matthews après une chevauchée magnifique. Mais alors qu'on se dirige vers une prolongation, à la 92e minute, Matthews s'empare du ballon et pénètre dans la surface adverse. Et à l'image du but précédent, une passe en retrait pour Perry, qui d'un plat du pied académique met le ballon au fond, et ça y est, Matthews remporte son premier titre collectif à 38 ans. Les quelques 100 000 supporters présents exultent, ainsi que la reine Elisabeth II. Trois ans plus tard, en 1956, Matthews va enchaîner les récompenses individuelles. Alors qu'à 41 ans, il a hissé Blackpool à la 2e place du championnat, il se retrouve nommé Sir Matthews par la reine d'Angleterre. C'est le tout premier footballeur de l'histoire à recevoir ce titre. Quelques années plus tard, alors qu'il joue dans la période avec Di Stefano, Raymond Kopa, il remporte le tout premier ballon d'or de l'histoire qui récompense alors le meilleur joueur européen, le faisant entrer définitivement dans la légende du football. En 1961, à 47 ans, il quitte Blackpool pour retourner à Stoke City, le club de son enfance, qui joue alors en 2e division. Et il remporte un titre avec eux, celui de 2e division, qui permet donc la saison suivante de retrouver l'élite. Mais il commence à se faire vieux et les problèmes physiques s'accumulent et il va devoir mettre fin à sa carrière. Le 6 février 1963, il joue son dernier match professionnel, une victoire 3 buts à 1 contre Fulham. Il aura également eu une belle carrière internationale, marquant 11 buts en 51 matchs, sachant que 51 matchs était à l'époque le record de sélection d'un joueur. Ensuite, ils seront convertis en tant qu'entraîneur, d'abord chez le rival Port-Valley, 2 ans plus tard, chez qui il avait marqué le premier but de sa carrière professionnelle. Avant de passer la dernière partie de sa vie à traverser le monde, notamment en Afrique, fondant des centres de formation pour des joueurs africains, il s'éteint le 23 février 2000 à Stoke, là où tout a commencé pour lui. Il a laissé une trace énorme dans le football anglais et comme on le surnomme le sorcier du dribble, a définitivement marqué l'histoire de son sport en remportant le tout premier ballon d'or de l'histoire. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, si vous voulez d'autres formats comme ça, portrait, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous avez des idées et des joueurs voulus, mettez-le moi encore dans les commentaires. Merci à ceux qui le feront.
On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. C'était tout. C'était Marc.